Dimanche 4 mars 2019, merci d'être à l'Air du temps et bienvenue à tous. Waldoudou Ndiaye, bonjour. Bonjour Alassane. Mohamed Ngoudemboup, bonjour. Bonjour Alassane. Merci d'être avec nous sur l'Air du temps. La Commission nationale de recensement des votes a déclaré les résultats provisoires de la présidentielle. Le candidat Macky Sall a été réélu avec 58,27%, suivi d'Idrissa Seck 20,50%, Ousmane Sonko 15,67%, Issa Sall 4,07%, Madické Niang 1,48%. Alors, quelle lecture peut-on faire déjà de cette élection présidentielle, Ngoudemboup? Voilà, merci pour cette invitation. Je voudrais aussi en profiter pour saluer vos électeurs et puis féliciter le peuple sénégalais pour encore sa maturité. Alors moi, ma première lecture est que donc, je pense que le Sénégal a triomphé, a gagné, parce que contrairement donc, à ce qui se passe et ce que nous connaissons en Afrique aujourd'hui, donc tout s'est passé calmement, surtout le jour du scrutin, sans heurts, sans de grands problèmes. Ce que je peux retenir, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, quand même, donc, il y a eu des résultats qui sont sortis, donc, et je pense que les organes habilités à cet effet ont fait leur travail. Le président Macky Sall a été proclamé donc vainqueur de cette élection, mais il y a aussi donc d'autres enseignements, c'est-à-dire tout simplement par rapport donc aux forces et au poids donc qui étaient donc là. Donc et je pense que entre-temps, si nous faisons une lecture approfondie, nous pouvons donc percevoir que quand même donc pour moi il y a eu beaucoup d'erreurs de la part de l'opposition sénégalaise, qui à mon avis d'ailleurs parfois on peut même ne pas dire que c'est pas le président Macky Sall qui a gagné un peu, mais c'est l'opposition qui a perdu. Pourquoi? Parce que on pensait qu'en réalité là où le président Macky Sall a fait le plein, quand même l'opposition devait gagner à ce niveau, et malheureusement donc l'opposition a perdu. Notamment je pense que Dakar quand même donc devait tomber dans l'escarcelle de l'opposition, d'autant plus qu'il y a des pontes quand même donc qui étaient autour de la candidature d'Idrissa Seck avec la percée de Ousmane Sonko. Maintenant au-delà de ça, je pense que quand même pour cette élection aussi, l'autre élément, donc le principal enseignement que je retiens aussi, c'est donc voilà le choix des Sénégalais, c'est important. Comment ils choisissent. Je pense qu'à ce niveau, donc, les Sénégalais, donc, ils ont donné donc, voilà, un certain nombre donc, d'éléments pour les apprécier. C'est-à-dire que tout simplement, ils choisissent en fonction d'un bilan, ils choisissent en fonction des personnes et ils choisissent en fonction d'autres critères. Ça peut être affectif, ça peut être la raison. Certains en ont parlé, vote affectif, etc. Mais je rappelle souvent que les électeurs ne votent que par raison ou par sentiment, comme le disait le général de Gaulle. Donc, forcément, donc, parmi donc, les personnes qui se présentent à l'élection présidentielle, il y a donc des critères qui entrent en jeu. Personnellement, que donc, les citoyens peuvent donc, mettre en avant pour pouvoir apprécier qui d'entre eux qu'ils choisissent. Mais au-delà de ça, globalement, je pense que tout simplement donc, les Sénégalais donc, ont choisi. Mais au-delà de ça aussi, ils n'ont pas donc, donné carte blanche donc, au président sortant, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais, plus de 42%, qui ont donc qui n'ont pas donc été satisfaits en tout cas par rapport à ce qui s'était fait jusque-là. Cela signifie tout simplement que donc on a encore du chemin à faire par rapport à ça. En tout cas, globalement, ce sont les enseignements que j'ai retenus. Waldoudou, cette élection, Dakar était ce qu'on appelle la mère des batailles, surtout pour l'opposition. On a vu à l'arrivée que l'opposition n'a pas pu gagner Dakar. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ceux qui ont rejoint Idrissa Seck, qui était le patron de l'opposition dans cette bataille-là, n'ont pas pesé de tout leur poids ou bien ont perdu, comment on appelle ça, de l'énergie en cours de route? Merci beaucoup Alassane. Permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs et certainement vos téléspectateurs qui suivent sur la chaîne YouTube, et également de saluer mon ami et frère Ngoude. Effectivement, je pense que les enseignements, les premiers enseignements que nous pouvons tirer de ce scrutin du 24 février, particulièrement sur Dakar, c'est que c'était un enjeu de taille. Et je pense que effectivement, vous avez déjà défriché la piste de réflexion en disant que ils n'ont pas tellement pesé. Et il y a aussi l'équation Khalifa Sall. Khalifa Sall qui était hors de course, nous savons depuis pratiquement les dernières élections, il a toujours gagné Dakar. Donc il était hors de course. Il faut aussi intégrer cette donne dans l'analyse. Et dans le fond aussi, tous les leaders politiques qui se sont joints par la suite à l'un des candidats, particulièrement Idrissa Seck, qui avait autour de lui quasiment
tous les recalés du parrainage, n'ont pas comme base affective politique Dakar. Donc, l'un dans l'autre, il faut dire aussi que le président Macky Sall a bien cadré la capitale. Et pratiquement avec aussi, faut pas le négliger, hein, le travail important qui a été mené par ces ministres qui se sont investis directement. Nous rappelons le cas du ministre de l'économie et des finances aux Parcelles. Le ministre de la Justice s'est beaucoup impliqué au niveau de, comment dirais-je, Rufisque. Et également vers Guédiawaye, il y a le maire Aliou Sall avec tout ce qui va avec. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi la donne du Parti socialiste. Hein. Il faut peut-être, souvent on a l'habitude de le dire, que le Parti socialiste est moribond, etc., depuis le départ de Khalifa Sall, qu'il a été exclu. Mais il ne faut pas oublier que c'est un parti toujours qui demeure structuré. Il y a l'AFP. Donc cette coalition-là, peut-être avec un travail de longue haleine, parce qu'il ne faut pas oublier que l'APR, particulièrement le président Macky Sall, a commencé à se préparer depuis longtemps en perspective de ces élections. Et il y avait des signaux assez importants lors du référendum. Et également, c'est vrai, les élections locales ont été un camouflet pour eux, mais en direction du référendum, ils avaient déjà montré la couleur. Et je pense que aussi, comme on a l'habitude de le dire, les élections, c'est une projection sur une longue durée. Si vous vous impliquez juste au dernier moment, il y a souvent des problèmes. Et donc, pour analyser globalement, je pense que vraiment se féliciter de l'environnement global le jour du scrutin qui s'est globalement très bien passé. Parce que, et ça, il faut le mettre au crédit un peu du peuple sénégalais qui a montré, comme d'habitude, sa maturité et son sens des responsabilités. Et j'ai l'habitude de le dire, les hommes politiques, les partis politiques vraiment constituent avec leurs militants, vraiment une infime minorité de la population sénégalaise. Et généralement, les Sénégalais sont toujours dans une posture d'analyse. Ils ont observé les 5 candidats et au moment du choix, ils ont pris leurs responsabilités. Parce que aussi, c'est à mettre aussi au crédit cette fois-ci, à dessein, hein, on peut dire qu'on n'est pas d'accord sur le parrainage ou pas. Mais le fait qu'il y ait eu 5 candidats a permis quand même à l'administration électorale d'anticiper sur beaucoup de choses en termes d'organisation matérielle. Je donne un exemple. Par exemple, il y a beaucoup de matériel, d'habitude c'était mis en place sous pression. Mais cette fois-ci, ils ont beaucoup anticipé. Je me rappelle, le 9 février déjà, ils avaient tout conditionné et ils avaient déjà mis à disposition tout le matériel électoral dans les coins les plus reculés du pays. Je pense que aussi, une élection, c'est l'organisation, la gestion de l'environnement politique et également même le niveau de participation à analyser aussi sous ce rapport-là. Oui. Certains disent que le processus électoral, dès le début jusqu'à la fin, que l'opposition n'a pas été là pour le contrôler, pour travailler. Il y a eu des bouderies, il y a eu même un manque de dialogue qui a fait que l'opposition a laissé le boulevard à Macky Sall. Oui, je pense que quand même, moi je l'ai toujours dit, hein, donc, et moi je fais partie des gens qui pensent que le processus a été biaisé à ce niveau, parce que l'opposition quand même est sur ce point aussi a péché, parce que l'opposition a dénoncé certaines choses qui étaient valables de mon point de vue, mais quand même donc ils l'ont mal combattu. C'est-à-dire tout simplement en réalité il y a un certain nombre de choses qui se sont faites et à mon avis donc c'était donc contre la démocratie. Si je prends la loi sur le parrainage par exemple, la loi n'a pas été bien donc discutée, la loi aussi donc a été donc forcée, votée donc en vrac, mais au-delà de ça aussi il n'y a même pas eu l'objet d'étude d'impact et au-delà. Quand on regarde le Conseil constitutionnel qui avait du mal à contrôler cette loi, le Conseil constitutionnel qui a validé cette loi et qui, dans le cadre de son contrôle, n'a pas donc été dans la transparence parce que le logiciel qui devait servir quand même à contrôler les données électorales, les données électroniques, n'a pas permis tout simplement de connaître donc voilà tout ce qui s'est passé là-bas. Alors que la loi était très claire, l'article 57 du Code électoral parle de la signature, l'article 29 de la Constitution parle de la signature. Donc la signature elle est consubstantielle au parrainage. Mais arrivé au Conseil constitutionnel, on a contrôlé des données électroniques et non des signatures, ce qui posait problème. Mais moi, là où le bas blesse, c'est que l'opposition, dès lors qu'elle a combattu la loi sur le parrainage en disant qu'elle porte atteinte au mode d'élection du président de la République, une fois votée, la loi validée par le Conseil constitutionnel, elle entre en vigueur.
l'heure. L'opposition devait se battre dans le cadre des modalités d'application. Et c'est là où l'opposition a péché, parce que l'opposition devait aller au moins pour dire que d'accord, il faudrait que quand même qu'on puisse donc s'accorder sur les modalités d'application. C'est la raison pour laquelle le 23 janvier 2018, lorsque le président du Conseil constitutionnel a pris les modalités d'application, c'était de façon donc unilatérale. Au-delà de ça, et moi j'ai vu qu'il y a un certain nombre d'opposants quand même qui ont essayé de saisir le président du Conseil constitutionnel à 5 reprises, qui n'a pas daigné répondre. Pourquoi? Parce qu'il se disait tout simplement que j'étais pas dans une phase contentieuse, ce qui était regrettable à mon avis. Et arrivé maintenant sur le lieu, j'avais alerté en disant que tous ceux qui iront au Conseil constitutionnel, ils n'ont qu'à y aller avec donc des informaticiens. C'est mieux d'y aller avec des juristes, parce que tout simplement ce seraient des données électroniques qui seraient donc contrôlées. Au-delà de ça, maintenant, je pense que il est temps que l'opposition puisse donc quand même donc avoir une nouvelle posture. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres échéances qui viennent. Et à toutes les types d'élections, il y aura des parrainages. Et d'ici 4 mois, on aura des parrainages encore pour préparer les élections locales du 1er décembre 2019. Donc forcément, on a besoin que les acteurs politiques puissent se retrouver autour d'une table pour en débattre. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la conséquence de la politique de la chaise vide, où il n'y a pas de dialogue entre opposition et pouvoir, où il n'y a pas de contrat de confiance entre deux partis, qui font qu'aujourd'hui qu'on en est arrivé là, que l'opposition a laissé libre cours au pouvoir qui était à dérouler, et signer même des PV dans les bureaux de vote, et ensuite dire qu'on ne fait pas de recours. Il y a une incohérence dans la ligne, non? Absolument. Je pense que moi j'ai eu à le dire, à le répéter plusieurs fois, c'est-à-dire que par exemple il y a une confusion à mon sens, en toute objectivité, sur la ligne de conduite de l'opposition. C'est-à-dire il y a une confusion entre le combat politique et la gestion de leurs intérêts électoraux. Et par exemple, vous vous rappelez avec Wade du temps de Diouf, quelle que soit la prégnance des contradictions et la violence des contradictions, le président Wade savait changer de curseur quand c'était nécessaire. Mais cette fois-ci, nous avons essayé, plusieurs fois, de faire la médiation, mais ils avaient pris tous les aspects pour les mettre dans un même sac. Et je pense que ça, c'est une erreur politique, et on a l'habitude de dire une erreur politique se paye cash. Ils ont fait la politique de la chaise vide. Peut-être, hypothèse pour hypothèse, je me dis que si l'opposition était présente, par exemple, au moment de la fixation des modalités du parrainage, ne pas faire la politique de la chaise vide, peut-être ils pourront impacter sur les modalités même de conception même du logiciel de contrôle du parrainage. Ça, c'est un. Par exemple, comme ça se fait d'habitude, généralement, il y a la DGE qui convie l'ensemble des acteurs, par exemple, sur comment fonctionne le bureau de vote, comment les modalités de fonctionnement, etc., le choix des bulletins. Ils pouvaient participer, comme leur autorise la loi électorale, à la définition même du logiciel de contrôle. C'est-à-dire comment c'est paramétré, la réduction, par exemple, du champ de contrôle, parce que ce logiciel-là, je le dis et je l'ai répété, pratiquement, les champs de contrôle étaient énormes. C'est-à-dire, on était pratiquement à un niveau de nom, prénom, numéro carte d'électeur, numéro carte d'identité, le discriminant, etc. Alors que s'ils avaient participé à ce niveau-là avec leurs informaticiens, je pense qu'elles pourraient impacter sur le changement de pourquoi, malgré l'adversité entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, on arrivait toujours à trouver un consensus? Et quand Macky Sall est en opposition, on a l'impression qu'il y a un problème de personnalité, une guerre de personnes. Ce n'est plus dans l'adversité, on est dans un autre registre. Absolument. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une nécessité d'élévation, de ne pas subjectiviser à outrance le discours politique. Et généralement, écoutez bien, par exemple, les uns et les autres, de part et d'autre, aussi bien de l'opposition que du pouvoir, le contenu de leur discours. Pratiquement, c'est généralement c'est violent, c'est des questions de personnes, de personnalisation à la limite, c'est-à-dire on pointe l'incompétence, on insulte à la clé, etc., de part et d'autre. Alors que des fois, nous avons besoin d'une analyse objective et d'une capacité d'adaptation par rapport au contexte. Et des fois, par exemple, je chahute en disant qu'il y a une nécessité de ne pas confondre stratégie et tactique du moment. Le radicalisme, des fois c'est bon, ça paye, mais il faut savoir l'adapter au contexte. Il faut avoir la subtilité du moment. Exactement. C'est-à-dire faire une bonne analyse de la situation et agir en conséquence. Et malheureusement, j'ai l'impression que l'opposition a péché à ce niveau-là. Par exemple, ils ont boycotté des phases clés du processus électoral. Je vous rappelle l'audit du fichier, ils ont boycotté.
ils ont boycotté la mise en place de la commission d'évaluation du processus électoral qui était présidée à l'époque par l'ambassadeur Seydou Nourouba. Ils ont boycotté, alors que c'est lors des travaux de cette commission-là que tout a été défini par rapport même aux modalités du parrainage. Ils ont encore boycotté la définition des modalités du parrainage, c'est-à-dire donc 3 étapes essentielles et clés du processus électoral de 2019. Ils ont fait la politique de la chaise vide. Et donc Macky Sall avait un boulevard pour dérouler. Oui, on n'est pas d'accord avec l'élection, mais on ne fait pas de recours. Comment on a lu ça? Oui, j'ai 2 observations à faire par rapport à ça. Parce que pour moi, quand on est républicain, on ne doit pas se résigner. Pour moi, l'opposition devait aller jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire aller au Conseil constitutionnel et donc déposer un recours là-bas. Mais d'habitude, on sait nettement que s'il n'y a pas de très grande contestation, le Conseil constitutionnel ne fait qu'avaliser donc les décisions de la commission de recensement. Mais au-delà de ça, je pense que pour cette question, le Conseil constitutionnel aussi, je pense que quand même... C'est pour ça que je dis que parfois, dans un état de droit, il faudrait que le juge essaye de ne pas faire un déni de justice. Parce que moi, j'ai dit que pendant 7 ans, je peux donner toute la jurisprudence du Conseil constitutionnel. L'opposition n'a jamais eu gain de cause devant le Conseil constitutionnel. Et même pourtant, avec Abdoulaye Wade, en 2006, l'opposition a eu gain de cause contre certaines lois. La loi sur la parité, par exemple, le Conseil constitutionnel dit que ça viole la Constitution. Il a fallu que le président de la République puisse revenir pour réviser la Constitution. Dès lors que donc, pendant 7 ans, l'opposition n'a pas pu donc, avoir gain de cause devant le Conseil constitutionnel, excepté la réduction du mandat du président de la République où c'était favorable au président. Le président dit que je ne peux pas réduire mon mandat parce que le Conseil me le dit et le Conseil l'avalise. Au-delà de ça, on fait un référendum, après donc moult réflexions, après beaucoup de péripéties dans les facultés même, donc entre avis et décision, on met un point dans le référendum parmi les 15 points, on dit que le Conseil constitutionnel peut être saisi désormais pour avis. On prend une loi organique sur le Conseil constitutionnel lui-même, on met dans l'article 24 que encore le Conseil constitutionnel rend des décisions en toute matière et le juge laisse ça passer. Pour moi, c'est là où l'opposition a dit que, écoutez, le Conseil constitutionnel pose problème. Et je pense que le Conseil constitutionnel pose problème et dans la gestion des dossiers de candidature aussi, il a posé problème. Parce que accepter qu'on puisse lui donner des éléments extérieurs dans la gestion des dossiers des parrainages et notamment dans la gestion des dossiers de candidature pose problème. Si vous voyez, dès lors que le Conseil constitutionnel dit que c'est le procureur qui m'a notifié donc un acte pour que je puisse donc regarder qu'un des candidats ne pouvait pas candidater parce qu'entre-temps il a été condamné, automatiquement la mairie de Dakar, Khalifa Ababacar Sall n'a pas fait un recours, mais il l'a fait via le maire de Dakar, la mairesse. Et pourtant le Conseil constitutionnel était obligé d'accepter ça parce que c'est une autre institution. Donc le Conseil constitutionnel a accepté des éléments extérieurs dans la gestion des dossiers parce que tout simplement c'était assez compliqué. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que le Conseil constitutionnel aussi doit être réformé à ce niveau. On en reviendra tout à l'heure parce que si l'opposition aujourd'hui se braque, c'est parce que tout simplement aussi le Conseil constitutionnel n'inspire pas confiance aux opposants. Et ça, je pense que c'est malheureux pour une démocratie. Ça a toujours été comme ça. Parce que la Cour suprême des États-Unis en 2000, dans l'affaire Al Gore et George Bush quand même, donc, était tellement divisée que certains ont parlé du déshonneur de la Cour suprême. Il a fallu que les gens changent la Cour et que donc qu'on puisse dire que plus jamais ça. Et il faudrait que je pense que le Conseil constitutionnel aussi puisse prendre ses responsabilités. Mais encore une fois, quand on est républicain, on ne doit pas se résigner, il faut aller jusqu'au bout, donc il fallait faire un recours. Oui. Mais dans 4 mois, on va normalement vers les locales. Est-ce que l'enjeu aujourd'hui pour l'opposition, aujourd'hui, ce n'est pas les locales, les prochaines locales, les mairies, qu'il faudrait peut-être essayer de gagner pour mettre en place de nouveaux jalons? Nous sommes sur les perspectives. Oui. Je pense que... Effectivement, je pense que maintenant, ils n'ont presque pas il n'y a pas de moment de répit, hein, parce que déjà, même hier, nous avons relevé un certain nombre de responsables politiques félicitant du camp présidentiel, bien sûr, félicitant le président Macky Sall, se sont projetés déjà sur les locales. Je pense un peu du maire, le ministre du Commerce, je l'ai entendu à la radio. Alioune Sarr. Et donc, en termes de perspective, je pense que c'est clair déjà. Mais pour aller en profondeur dans l'analyse un peu des enseignements du scrutin, je pense qu'au-delà du constat global, hein, c'est-à-dire de l'environnement politique apaisé, de l'implication
assez importante des populations jusqu'à un taux de participation de 66%. 23%. Voilà. Je pense qu'il faut aussi réfléchir parce que j'ai entendu ça et là, particulièrement même mes collègues au niveau de la société civile dire un peu, lancer une alerte par rapport au vote, au déterminant même du vote. Ngouda l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement important de s'arrêter à ce niveau-là parce que en fait, le socle du Sénégal a toujours été un pays assez compact, où, par exemple, il y a une convivialité entre les ethnies, etc. C'est vrai, il est bon de sonner l'alerte, de montrer, de pointer du doigt pour éviter, par exemple, le réflexe du vote identitaire, mais je pense qu'il faut approfondir la réflexion à ce niveau-là. Par exemple, je donne l'exemple. Au niveau du Fouta, par exemple, nous savons tous comment ça se fait. Senghor, c'était un Sérère. Il gagnait tout le temps le Fouta. Parce qu'au Fouta, les déterminants du vote, généralement, sont orientés par les grandes familles. Moi, je suis né... Les grands électeurs. Les grands électeurs. Et si vous ne comprenez pas ça au Fouta, vous aurez tendance à penser que ceux qui ont voté pour Macky Sall, je ne justifie pas, ceux qui ont voté pour Macky Sall, c'est juste parce qu'ils sont du même... ils sont halpulaar comme lui. Alors que Macky Sall, c'est un halpulaar qui est né chez ses rois Sérère à Fatick. Deuxièmement, vous analysez par exemple Ziguinchor. On dit que Sonko vote identitaire, etc. Non, je dis non, parce que Ziguinchor, c'est un melting pot. Cosmopolite. Extrêmement cosmopolite. Il y a même plus de Peul là-bas que de Diola. Il y a des Lébous. Il y a des Lébous jusqu'à Adéane. J'ai des parents Lébous qui sont à Adéane. Je ne vais pas pointer les noms. Donc, à partir de ce postulat-là, je pense qu'il faut être très prudent sur cette... Mais justement, est-ce que c'est pas là que les gens disent qu'il y a une analyse excessive en disant que oui, voilà, le vote a été ethnique, je donne un autre exemple. Vous prenez l'exemple de Idrissa Seck. Pourquoi Idrissa Seck à Thiès commune, il a gagné? Personne n'a pointé du doigt l'aspect communautaire pour dire que c'est un vote identitaire. Madi Kenyan, il est mourite. Personne ne peut remettre en question cette affaire, sa mouridité. Et même le Khalif général des Mourides, au passage que je salue, j'ai toute ma déférence à lui pour le rôle éminemment d'apaisement qu'il a joué au lendemain du scrutin. Vraiment, il faut lui rendre hommage, de régler son statut de régulateur social. Mais vraiment, Madi Kenyan, le Khalif général du Mouride, lui a marqué toute son affection. Et pourtant, il n'a pas gagné Touba. Donc, pour dire que, par exemple, il faut changer les paradigmes de réflexion par rapport à ce qui est en train de se dire. Est-ce que justement, c'est pas là le danger des intellectuels qui théorisent dans nos pays cette vote ethnique en disant que Macky Sall, s'il a gagné au Fouta, c'est parce qu'il est polaar. Sonko, s'il a gagné en Casamance, c'est parce qu'il est Diola. Alors que là-bas, tout le monde sait qu'en Casamance, c'est cosmopolite. Il y a peut-être même plus de Peul en Casamance que le Diola, que Ablaye Baldé a été maire là-bas. Les Mandingues sont plus nombreux. Est-ce que ces raccourcis faits par des intellectuels qui ont des pyromanes qui, dans ce pays-là, ne sont pas un danger pour le pays? Effectivement, c'est ce que je dis tantôt. Il ne faut pas que les intellectuels jouent avec des allumettes. Ce n'est pas bon du tout. Moi, je pense que déjà, un homme politique, il a besoin donc d'un ancrage local. On parlait tout à l'heure des locales. Et donc, forcément, donc, chez lui, donc, voilà, il doit se mesurer d'abord. S'il n'a pas l'onction et donc s'il n'a pas au moins donc, la confiance donc, des électeurs de son terroir, il ne peut pas donc avoir cette dimension ou bien cette envergure nationale. Et au-delà de ça, moi, je pense que même, regardez, Macky Sall fut maire de Fatick pendant combien de temps? Il a été plébiscité à Fatick. Mais Ousmane Sonko n'a jamais été maire de Ziguinchor. Donc, vous voyez les raccourcis, donc ça ne se justifie pas parfois. C'est juste donc des clichés que l'on donne comme ça. Moi, je pense que, comme le disait le général de Gaulle, et je l'ai dit tantôt, les citoyens ne votent que par sentiment ou par raison. Et maintenant, ils ont leur propre sentiment. Ils peuvent regarder quelqu'un parce qu'il est beau, ils peuvent regarder quelqu'un parce qu'il a un bon discours, le discours est attractif, etc. Mais au-delà de ça, moi, je pense que l'opposition, là où elle a failli, concernant par exemple l'avance de Macky Sall, c'est qu'en réalité, tel que Macky Sall l'a fait à Dakar, Macky Sall a essayé quand même donc de revoir donc sa stratégie à Dakar parce qu'il était à 36% aux élections législatives. Il savait donc forcément donc il fallait donc avoir une stratégie à Dakar. Ils ont tout fait pour donc avoir plus de 8 points à Dakar et plus, ça veut dire 10 points quasiment. Et qui connaît donc
quasiment la configuration. Dakar fait 26% donc de l'électorat. Cela signifie tout simplement en réduisant ce gap, il avait donc quasiment atteint donc la majorité absolue 50,001. D'autant plus que maintenant l'opposition avait la possibilité de se dire écoutez, nous aussi, nous savons qu'on ne peut pas battre Macky Sall au nord et donc à Fatick, mais on va essayer de réduire son score là-bas. Regardez même la configuration, c'est que l'opposition est revenue tardivement à Dakar. Macky Sall est revenu premier ici à Dakar. Il a fait quasiment plus d'une semaine, etc. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il savait que Dakar, c'était la grande bataille. Moi, je l'ai écrit une semaine avant, j'ai dit Dakar, la grande bataille. Parce que tout le monde savait que qui gagne Dakar, gagne quasiment l'élection. Le président Macky Sall est au fait d'une chose, c'est qu'il lui est un peu difficile de gagner Touba avec la configuration actuelle. Et Dakar, si ça bascule, il risque d'aller au second tour. Donc, il a fait tout pour gagner Dakar. Maintenant, au-delà de ça, je pense que pour les élections locales, la question des grands électeurs, comme l'a dit Waldiodio, c'est important. Regardez Idriss Seck, il avait été soutenu par plusieurs maires. Ces maires sont des grands électeurs, certes, mais dans les terroirs, les grands électeurs sont d'abord issus des familles. Absolument. C'est pour ça que donc au Sénégal, quand même, donc vous pouvez avoir même donc une candidature plurielle, comme l'a été la candidature d'Idriss Seck, une candidature de greffe et sans consistance. Ça veut dire que maintenant l'opposition devrait faire un travail de terrain, aller sur le terrain, préparer les locales. Comme on le dit, nous on dit tout le temps qu'un quinquennat ne fait pas 5 ans, un septennat ne fait pas 7 ans. Donc les locales préfigurent donc l'élection de 2024. Pour revenir un peu au Fouta, avec Matam et autres, les gens constataient que l'opposition a délaissé la région de Matam, n'a pas fait campagne pratiquement là-bas en disant de toutes les façons c'est acquis pour Macky Sall, en faisant un peu une stratégique, en allant même à Matam pendant la nuit, où les gens dormaient, ils font des meetings, ils viennent le soir à 22h, où toutes les populations là-bas dorment très tôt. Est-ce que ce n'est pas une faute aussi d'essayer de dire que, puisque il est polar, il va gagner là-bas sans pour autant faire le travail de terrain? Tu sais, Alassane, pour réussir en politique, il faut allier persévérance et mettre de côté tous les aspects émotionnels. C'est important dans un combat politique. Et je le pense effectivement, parce qu'il ne faut pas a priori. Macky Sall, par exemple, s'il était sur cette même posture, il pourrait se dire que, par exemple, Dakar, c'est pour Khalifa Sall. Grand Yoff, c'est pour Khalifa Sall, je ne vais pas me battre. C'est acquis. Thiès, c'est pour Idrissa Seck. Je pense qu'en politique, il faut de la persévérance. Et le Fouta a ses réalités sociologiques. Il faut savoir les analyser, les pointer et ensuite travailler en conséquence. Quelque part, on peut critiquer Macky Sall, tout lui dire, mais on ne peut pas remettre en question que c'est quelqu'un d'extrêmement méthodique. Il travaille comme un ingénieur, il a adapté la méthodologie des ingénieurs sur la question politique. Et ils travaillent en conséquence, en pointant, en identifiant. Des fois, vous discutez avec des responsables. Ils vous disent carrément, ils ont pu analyser là où ils ont été faibles. Et maintenant, travailler en conséquence et en profondeur sur ça. Par exemple, il y avait ce scandale-là, quelqu'un l'avait filmé et diffusé à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire quand, par exemple, des responsables de l'APR allaient prendre leurs militants, les amener carrément au niveau de la DAF pour qu'ils se mettent à jour par rapport à leur carte d'électeur. Je pense que donc ça c'est un travail en profondeur qu'ils ont su mener et il faut le reconnaître. Ça a donné les résultats qu'ils ont donnés. Par exemple, nous au niveau de la société civile, on nous a pointé pour nous dire quelque part que des fois on ne s'est pas prononcé sur les résultats. Excusez-moi de faire cette petite digression. C'est-à-dire qu'il faut que les Sénégalais et les journalistes particulièrement comprennent que le rôle des observateurs, ce n'est pas de publier les résultats. Absolument. Ça ne se fait dans aucun pays du monde. Dans aucune mission, ils n'ont pas le droit de publier les résultats. Ça, c'est un. Deuxième élément, ils doivent toujours écouter nos déclarations en 2007, 2000, 2012. On a toujours dit, nous prenons acte. Et nous ne céderons jamais aux passions et aux pressions. Maintenant, quand nous prenons acte, ça veut dire que le président Macky Sall a gagné très clairement. Parce que évidemment, je ne trahis rien du tout. Nous avons fait un PVT et moi déjà, j'avais les tendances. Les tendances déjà le dimanche soir. Et ça a confirmé ce que, peut-être avec quelques différences, parce qu'on n'avait pas tout compilé, mais il est évident que le président Macky Sall avait gagné. Mais encore une fois, nous n'allons jamais céder à une espèce de pression
pour, par exemple, nous mettre dans une posture de publier les résultats. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre job. Il y a des instances habilitées pour le faire. Et si nous, on s'amuse à le faire, ça veut dire que c'est en toute beauté le début de l'anarchie dans ce pays-là. Ouais. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que Macky Sall puisse, ici à Dakar, malgré l'handicap qu'il avait, puisse retourner la situation et gagner dans certains bureaux à Dakar, surtout dans la banlieue? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Alors, Parce que c'est une opposition qui était quand même très forte à Dakar. Oui. Moi, je pense que quand même, il faut... Et c'est ça, je l'avais dit tout le temps. J'avais dit que quand même, donc, le fait d'avoir arrêté le maire de Dakar et le fait d'avoir donc décapité son mouvement un peu, donc, et le fait donc d'avoir donc de l'avoir dépouillé de tous ses lieutenants, donc quand même donc les dés étaient quasiment pipés. D'autant plus qu'il y a eu certains lieutenants de Khalifa Ababakar Sall qui étaient dans le clair-obscur. Je ne peux pas comprendre un leader comme Bamba Fall qui ne donne pas de consigne de vote quand même donc pour le candidat choisi par Khalifa Ababakar Sall. D'autant plus qu'ils ont été dans le même combat. Les politiciens sont tout le temps dans le calcul. Hein? Oui, mais il est toujours en liberté provisoire. Du fait de quoi? C'est-à-dire que voilà, de ses activités. Donc voilà, ce qui veut dire tout simplement, il devait se battre, ne serait-ce que donc, voilà pour ça. Donc cela a permis tout simplement à Macky Sall d'avoir cette avance-là, de se dire, écoutez, moi j'ai neutralisé Khalifa Ababakar Sall, parce que moi je le vois comme ça. J'ai dit toujours que le procès du maire de Dakar n'a pas été juste et équitable. Ses droits ont été violés. Parce qu'en réalité, le pouvoir savait que donc il était faible à Dakar. Et Dakar fait 26% de l'électorat. Donc il fallait décapiter le mouvement, donc le dépouiller de ses lieutenants et maintenant essayer quand même donc de remonter à Dakar. Si vous voyez, Macky Sall est quasiment à 48-49 à Dakar. Cela a permis tout simplement de passer en force, de passer le cap du premier tour. Mais au-delà de ça, dans la banlieue aussi, je pense que c'est là aussi donc il y a l'absence regrettable du PDS. Parce que la banlieue était gagnée par le PDS, notamment à Pikine. Et donc l'absence donc, du PDS... Il faut analyser donc, la posture de Wade. La posture du président Abdoulaye Wade. Parce que si le président Abdoulaye Wade avait donné une consigne de vote, je pense que quand même les choses pouvaient bel et bien donc, se retourner, ou bien on pouvait donc avoir des scores fleuves pour l'opposition. Et regardez, parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, l'opposition quand même dans la banlieue s'est battue. Hein, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui la posture d'Abdoulaye Wade, son silence après les élections? On n'a pas entendu parler. Avant les élections, il a parlé de boycott. Est-ce qu'il attend quelque chose après la réélection de Macky Sall par rapport à Karim Wade? Bon, je ne peux pas être dans le secret je peux pas être dans le secret des dieux, mais tout ce que je sais, pour analyser sa posture. Bien sûr, tout ce que je sais, c'est pas n'importe qui Abdoulaye Wade, hein? C'est pas n'importe qui, d'autant plus que c'est ce que je dis. Abdoulaye Wade est toujours dans l'espace politique. Il est toujours secrétaire national du Parti démocratique sénégalais. Vous savez, moi je me suis toujours posé la question. Abdoulaye Wade n'a jamais dit pourquoi Karim Wade n'est pas revenu au Sénégal. Peut-être que les journalistes ne lui ont pas posé la question. Il ne va pas répondre. L'autre élément, c'est que le président Abdoulaye Wade, quand même, donc je pense que le dossier judiciaire de Karim Wade le tient à cœur, parce que c'est son fils, quoi qu'on puisse dire. Et il pense que jusqu'à présent, que Karim Wade n'a pas bénéficié d'un traitement juste et équitable. Et donc, je pense que dans son dessein, le président Abdoulaye Wade disait que les libéraux doivent être au pouvoir pendant 50 ans. À ce niveau, moi, je fais une distinction entre l'école des libéraux, l'école wadiste et l'école du SOPI. Et l'école du SOPI, on peut y mettre tout le monde. Vous savez que même Ousmane Sonko promeut le changement, raison pour laquelle d'ailleurs il est parti voir. Donc, il y a 3 écoles. Donc il y a 3 écoles. Dans l'Ibrahim d'Abdoulaye Wade. Très bien. Macky Sall fait partie de l'école des libéraux aujourd'hui. Idrissa Seck fait partie de l'école des libéraux. Et il y a l'école du SOPI. Et dans l'école du SOPI, n'oublions pas qu'il y a même un certain nombre de personnes qui sont des socialistes, mais qui ont des... Donc, mais non, mais même qui ont cette affection. Je prends quelqu'un comme Malick Gakou, etc. Parce que n'oublions pas le passé socialiste du président Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, il ne se définit plus comme d'ailleurs libéral. Il dit que je suis social-démocrate. C'est important. Et donc ces 3 écoles-là, regardez, vont être dans le landerneau politique. Mais notamment 2024, c'est important. Parce que c'est là où ce sera la grande bataille. Parce que pour moi, je pense que quand même Abdoulaye Wade a sa stratégie. Abdoulaye Wade sait ce qu'il fait, je crois. Et Abdoulaye Wade donc n'est pas né de la dernière pluie et certainement il sait pourquoi il n'est pas allé voter, pourquoi il n'a pas donné de consigne. Justement, pour continuer à analyser ce qui va se passer après cette élection présidentielle, on a vu beaucoup de leaders politiques rejoindre Macky Sall dans son camp. Pas en tant que transhumant, comme les gens essaient de le faire comprendre, en tant qu'allié. C'est Tall Sall, Abdoulaye Baldé qui a déjà déclaré sa candidature. Il y a des Alioune Sow, entre autres, qui sont là-bas à Modou Diagne Fada. Est-ce que le fait qu'ils comprennent que Macky Sall ne peut pas briguer un 3e mandat est une façon pour eux de se positionner pour 2024?
Absolument. Je pense que s'il n'y a pas... Parce qu'on sait qu'au Sénégal, il faut dans le pouvoir pour aller moins de sa politique. Politique, tout à fait. Je partage nettement ce point de vue-là, dans la mesure où, par exemple, pour 2024, si nous ne sommes pas rattrapés par le syndrome 2012, je pense que ça va être l'une des élections présidentielles les plus ouvertes de l'histoire du Sénégal. Ça, c'est un aspect. Et déjà, je pense que tout le monde se projette et commence à se préparer en conséquence. Ça, c'est un aspect à relever. Deuxième point, moi, je pense qu'il faut vraiment analyser, je pense, c'est pas créé quand on dit que Abdoulaye Wade c'est une bête politique. C'est une icône. Hein, Son silence. Pour l'amnistie de Karim. Voilà. Tous les actes qu'il pose, c'est projeté. Et il a l'habitude d'avoir toujours une longueur d'avance sur ses adversaires, etc. Et je pense qu'il faut bien analyser. Je vais laisser ça aux analystes. Et Khalifa Sall dans tout ça? Il y a l'équation Khalifa Sall. Il l'a défendu, mais il ne l'a jamais soutenu de manière très claire. Il a les éloges de Sonko, mais il ne l'a jamais soutenu. Tous des potentiels adversaires de Karim, exactement. Mais c'est-à-dire, c'est comme s'il ouvrait un boulevard à son fils. S'il bénéficie d'une loi d'amnistie que Macky Sall, avec sa majorité, pourrait donner, par exemple, il peut se mettre dans une perspective de 2024. Je pense que voilà des aspects qu'il faut vraiment analyser de manière très précise. Les politistes vont certainement le feront à notre place. Et donc, on pourrait tirer les conclusions par rapport à ce qui va se passer. Mais pointer du doigt et retenir que, par exemple, moi, je ne suis pas souvent gêné par le jeu de jeu des politiques. Parce que, en fait, c'est vrai, des fois, les intérêts politiques divergent même avec notre morale. Notre morale, vous voyez, par exemple, dans tous les pays du monde, les transhumants, comme on les dit, ils changent de camp, etc. Donc, je ne suis pas gêné par ça. Macron en France, en France. Vous voyez, à un moment donné, même en France, on s'est rendu compte qu'il y avait même plus, on ne savait même plus qui était de l'opposition, gauche, droite, etc. Il a fait une fusion et finalement, Macron a eu devant lui pratiquement espèce de monstre, c'est-à-dire on ne sait même pas les gilets jaunes sont gérés par qui, etc. C'était directement, il avait en face de lui une opposition constituée par les populations sans leader. Donc c'est aussi ça le risque de vouloir phagocyter, nettoyer tout le monde et réduire l'opposition à sa plus simple expression. D'où maintenant ça suscite en moi une réflexion, la nécessité d'instaurer définitivement dans ce pays-là un chef de l'opposition pour avoir un interlocuteur direct. Ça fait partie en termes de projection, les réformes qu'il faudrait, je pense, appliquer dans ce pays-là. Qu'est-ce que le président Macky Sall doit faire de ces 5 ans sur le plan de la justice? Parce qu'il y a eu beaucoup de récriminations par rapport à la posture de la justice. Sur le plan de l'emploi des jeunes, il dit que lui, il va créer plus d'1 million et quelques emplois. La plupart des gens disent que si Sonko est monté en puissance, c'est parce que la jeunesse sénégalaise s'est sentie pendant ces 7 ans pas assez soutenue dans le cadre de l'emploi, qu'il n'y a pas de création d'emplois dans les villes de l'intérieur, qu'il faut qu'aujourd'hui, que vous croisez les charretiers partout à Dakar. Mais tout à fait. Je vais commencer par ce dernier volet qui me tient à cœur, moi, enseignant à la faculté de droit. Je pense que nous formons des jeunes chaque fois jusqu'à leur 5e année où ils ont le master et ils peinent à trouver ne serait-ce qu'un stage. Pendant des années, ils cherchent ne serait-ce qu'un stage. Et pourtant, dans le bilan du président Macky Sall, il a même pris une loi sur les stages au Sénégal. Mais l'administration ne suit pas. On ne contrôle pas les entreprises. Les jeunes sont désœuvrés. Ils sont dans des entreprises. On ne leur signe même pas une l'éternel problème suivi évaluation. Tout à fait. D'où la première réforme, c'est la réforme de l'administration. Vous savez, dans l'organigramme institutionnel, lorsque le président Macky Sall avait été élu en 2012, il avait créé le ministère de la réforme de l'État, dirigé par Abdou Aziz Tall. Et j'avais dit que moi j'avais vu parce que j'avais dit que là on va donc aller vers la réforme de l'administration. Après, il a créé le ministère du renouveau du service public. C'est extraordinaire. Vous savez que le renouveau du service public a été, quand on parle de renouveau du service public, cela suppose qu'on prend en compte qu'il était en déclin. Donc, et pourtant, le service public était en déclin dans des pays comme en France, dans les années 50, 55.
Maintenant, là-bas, c'était du fait de la jurisprudence. Mais au Sénégal, c'était du fait même des hommes politiques. Que le président puisse, dans l'organigramme institutionnel gouvernemental, créer un ministère du renouveau du service public, du renouveau urbain. Mais tout ça, donc voilà, pour l'anarchie, tout ça. Mais c'était bien. Mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation et il n'y a même pas de contrôle résultat. Cela signifie tout simplement que le président de la République, aujourd'hui, les premiers chantiers donc, qui sont là, c'est d'abord des réformes en profondeur. C'est-à-dire qu'il en avait fait. Déjà, l'administration sénégalaise fonctionne avec de vieux principes du droit administratif français qui datent de 100 ans, etc., qui ont été même donc abandonnés en France. Regardez le silence gardé par l'administration pendant 4 mois, vos décisions implicites de rejet. Vous attendez une décision de l'administration, on vous dit que l'administration a le droit de rester là jusqu'à 4 mois, et donc même si elle ne répond pas, donc voilà. Et alors que ça a été renversé en France depuis 2013 par le président Hollande, on pourrait donc changer ça. On n'a pas de loi sur la motivation des actes administratifs. On n'a pas donc suffisamment donc cette ouverture pour la technique des enveloppes, par exemple. On a des guichets uniques, certes, mais ce n'est pas encore nombreux. Au-delà de ça, maintenant, pour d'autres chantiers institutionnels, je pense que le président de la République devrait réformer ne serait-ce que l'Assemblée nationale. Il peut le faire en agissant sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si on ne touche pas au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il n'y aura rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que, je l'ai dit l'autre fois, la séparation des pouvoirs qui existe aujourd'hui, c'est la séparation entre l'opposition et la majorité. Et pour avoir une opposition responsable, il faut la responsabiliser en lui donnant un certain nombre de prérogatives au Parlement. C'est la raison pour laquelle il faudrait dire que certaines commissions vont de droit à l'opposition. C'est ce qui se fait en France. Par exemple, la commission de finances va de droit, n'est-ce pas, à l'opposition. On pourrait dire que l'opposition pourrait, par exemple, créer des commissions ou missions d'enquête. On parle de commission d'enquête, mais on pourrait dire dans la loi organique que l'opposition pourrait choisir 2 sujets de son choix, n'importe lesquels. Dans l'affaire Cahuzac, c'était comme ça. Pour dire clairement que donc l'opposition maintenant aura les coups de franche, l'opposition responsable, responsabilisée. Au-delà de ça, maintenant, il fallait aussi toucher, et il faut toucher à l'hypertrophie des prérogatives du président de la République. Je dis toujours que ne serait-ce qu'un bout de phrase. Tout le monde parle par exemple de la question de la gestion clanique, familiale, etc. Il faut même ajouter ce bout de phrase dans l'esprit républicain. Dans l'esprit républicain, pardon, le président nomme à tous les emplois civils et militaire, dans l'esprit républicain. Au-delà de ça aussi, le président de la République, pour moi, ne serait-ce que pour préparer sa succession, parce que c'est son dernier mandat, il doit au moins, je ne dis pas démissionner de son parti, mais en tout cas, le président de la République qui est chef de parti, ça pose problème. Concernant la justice maintenant, je pense que pour la justice, il y a des réformes en profondeur qu'il faudrait faire. Moi, je pense que si nous ne touchons pas au Conseil constitutionnel, quel que soit le président qui sera élu ici ou qui serait élu ici, le Conseil constitutionnel, comme c'est lui qui le dit, il dit que mes prérogatives, je les tire de la Constitution, il ne me revient pas de les élargir, il faudrait tout juste réviser la Constitution pour les élargir. Au-delà maintenant, je pense que pour la justice, je pense qu'il faut décentraliser la justice. Chez nous, au Sénégal, aujourd'hui, ce besoin de justice se sent dans les terroirs, dans les communes rurales. Et là-bas, il y a tellement de problèmes qu'il faudrait gérer sur le terrain. Si on ne le fait pas, il y aura toujours des actes de défiance. Les populations vont barrer la route. Les populations seront là en train même parfois d'attaquer les institutions. Ce qu'il faudrait, c'est leur dire tout simplement qu'en réalité, vous pouvez trouver un apaisement devant ces juridictions. Parce que la démocratie n'est pas synonyme de paix, mais elle est synonyme d'apaisement. Une fois qu'on est jugé devant une juridiction qui est proche, même si on n'a pas gain de cause, on peut trouver cet apaisement en sentant ou bien en se disant qu'on a été jugé par un tiers impartial. Au-delà de ça, maintenant, je pense qu'aussi, il y a les droits du citoyen qui sont dans la Constitution. Et c'est à ce niveau, pour moi, il faudrait généraliser l'exception d'inconstitutionnalité. Devant les juridictions, par exemple, du travail, on ne peut pas soulever l'exception d'illégalité, alors qu'il y a des chefs d'entreprise qui font du n'importe quoi avec le Code du travail, qui a un certain nombre donc, de dispositions qui ont une constitutionnalité douteuse. Des juridictions comme la CREI, on ne peut pas soulever directement l'exception d'inconstitutionnalité. Et aujourd'hui aussi, changer la configuration du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai parlé l'autre jour d'un Conseil supérieur de la justice. Et ce Conseil supérieur de la justice devrait être présidé non plus par le président de la République, ni par le Premier ministre, mais par le premier président de la Cour suprême, par exemple, avec maintenant donc l'intégration d'autres membres de la société civile, des professeurs de droit, des anciens bâtonniers, etc., pour qu'on puisse avoir une justice performante. Parce que aussi, si on laisse le Conseil supérieur de la magistrature comme ça, on risque d'avoir le gouvernement des juges ou bien une justice corporatiste, alors que ça risque d'être dangereux. Ce qu'il faudrait aussi
aussi faire, c'est qu'en réalité, il faudrait revoir la formation des magistrats. Parce qu'aujourd'hui, nous allons tendre vers des ressources énergétiques et c'est des questions très techniques. Les nouvelles. Comme on dit, le droit de l'environnement, par exemple, qui est un droit donc, des ingénieurs, etc. Tout ça, il faut intégrer cette dimension, créer de nouveaux des instituts. Par exemple, on peut créer une école de la justice, dépasser le centre de formation judiciaire. Et au-delà de ça, pour moi aussi, il faudrait investir dans la formation citoyenne, la citoyenneté. Pour moi, on a deux types de citoyenneté que l'on ignore totalement. Vous savez qu'aujourd'hui, et cette question a fait défaut dans la campagne électorale, on n'a pas parlé de l'intégration. Et aujourd'hui, le citoyen sénégalais, il est un citoyen communautaire. On a un passeport de la CEDEAO, on a une carte d'identité de la CEDEAO, on tend vers une nationalité communautaire. Et si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas attention à ces questions-là, mais on risque de ne pas donc prendre donc le train en marche. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est la locomotive. On vient de le montrer. Et concernant l'intégration africaine, nous voulons aller de loin. D'autant plus que dans le serment même du président de la République, le président dit que je ne ménagerai aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Absolument. Et tout ça maintenant, c'est de grands chantiers qui attendent le président de la République. Et au-delà de ça, je pense que le président de la République doit essayer aussi d'être un juge au-dessus des partis parce que c'est l'élu du peuple. Mais aujourd'hui, le sujet le plus immédiat, est-ce que ce n'est pas l'apaisement, l'ouverture, renouer le dialogue pour éviter les frictions qui sont les conséquences du scrutin où chacun s'est braqué? Est-ce qu'il ne faut pas que le président fasse preuve d'ouverture? Absolument. Je pense que le président aujourd'hui, il s'est libéré des chaînes de pression. Des chaînes de pression, il n'y a pas de perspective d'un troisième mandat, normalement, en toute objectivité. À partir de ce moment-là, il peut poser des actes extrêmement forts qui montrent sa détermination et sa perspective par rapport à ce dernier mandat. D'abord, en termes d'apaisement, des signaux forts, il peut pratiquement calmer le jeu. Essayer, en termes d'actes à poser, par exemple, Khalifa Sall, en direction de Khalifa Sall, de Karim Wade, également clarifier le statut du chef de l'opposition, redéfinir les règles du jeu et ses relations même avec l'opposition sénégalaise, les recevoir. Bien sûr, nous avons des régulateurs sociaux qui peuvent travailler à faciliter ce dialogue-là. Et donc, je pense que tous les actes qu'il peut poser aujourd'hui, par exemple, très rapidement, après son investiture, bien sûr, au mois d'avril, je pense qu'il peut poser des actes forts en termes même de gouvernement, de management, c'est-à-dire un gouvernement pratiquement réduit. Ce sera un signal fort par rapport aux populations qui ont dénoncé ça et là un peu cette gabegie, ce genre, par exemple, des multitudes de ministres, etc. Pourquoi pas un gouvernement de 20, 25, comme il s'était engagé en 2012? Il peut le faire parce qu'aujourd'hui, il n'a plus de pression autour de lui, il n'a pas il n'y a pas de chantage qu'on peut exercer sur lui, à moins que sa majorité, parce qu'il doit être soutenu dans cette perspective-là pour entrer dans l'histoire. Et encore, s'il n'y a pas cette perspective, j'insiste là-dessus, par exemple, de troisième mandat, le président Macky Sall peut entrer dans l'histoire. Par rapport même à son parcours aujourd'hui, nous avons noté, il a un parcours exceptionnel, unique quasiment de par le monde. Il peut continuer dans cette direction, être le premier président sénégalais sortant qui ne participera pas à une élection présidentielle, mais en l'organisant, en étant l'arbitre. Ngoudé l'a dit tout à l'heure, il doit prendre davantage de la hauteur. Par exemple, ne pas donner cette perception qu'il est un chef de clan, mais qu'il est le président de la République, en changeant bien sûr les textes et quitter l'APR. Il peut en assurer bien sûr une présidence d'honneur, etc. Mais laisser l'administration de l'APR à d'autres et devenir par exemple, introduire une loi pour dissocier clairement que quand on devient président de la République, on ne peut plus gérer un parti politique. En direction de la justice aujourd'hui, pratiquement, il doit avoir une oreille attentive en direction de l'UMS qui a proposé des réformes très courageuses, discuter avec eux, ne pas sombrer dans l'émotionnel des relations. C'est extrêmement important. En direction enfin, bien sûr, en termes de réforme, je pense que les perspectives qu'il a définies, par exemple, sur les questions de l'emploi des jeunes, l'employabilité des jeunes, et également ne pas se précipiter. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'époque avec le président Lula au Brésil. Ce qu'il a eu à introduire avec la formation professionnelle des jeunes, comment il les a absorbés. Ça a permis au Brésil pratiquement de s'ériger et de faire partie des pays du BRICS. Je pense que Macky Sall aujourd'hui, avec
la découverte du pétrole. On a tellement de perspectives dans ce pays-là. Et moi, je pense que des fois, par exemple, quelque chose peut être difficilement acceptable ou choquer les personnes, mais on doit l'exploiter positivement. Et je pense que le président Macky Sall a une chance unique d'entrer dans l'histoire de ce pays-là. Mais est-ce qu'il pourra travailler dans la perspective aujourd'hui? Tout le monde sait qu'il ne peut pas briguer un troisième mandat. Il y a d'abord la lutte d'abord en interne dans son parti et les gens qui sont avec lui pour le susciter. La bataille de positionnement. Les batailles de positionnement, tout dépend de sa posture, de fermeté. Parce qu'à l'interne, vous savez, nous savons tous comment se passent les partis politiques à l'interne. Quasiment, le leader, c'est le propriétaire. Hein. Qu'on le veuille ou non, même s'il le refute. Oui, par exemple, il y a même la réforme des partis politiques, l'application même. Je pense qu'à l'époque, il y avait un travail en profondeur qui a été fait au niveau des partis, le code des partis, le projet du code des partis politiques, qui dorme dans les tiroirs du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'on l'applique? Par exemple, pour une introduction systématique des réformes à l'intérieur des partis politiques, des changements, leur imposition pour faire tout le temps des congrès, faire des justifications finales, le financement des partis politiques. Je pense qu'il faut... C'est des actes qui ont été introduits lors du référendum de 2016. Il faut les appliquer. C'est-à-dire, c'est ça qui contribue à la modernisation des partis politiques. Et je pense que le président Macky Sall, il y a des décisions, s'il parvient à les prendre, même s'il n'a pas le soutien à l'interne de son parti politique, aujourd'hui, personne ne peut exercer sur lui un chantage. Parce que justement, il aura le soutien des populations. Parce que nous savons tous qu'au Sénégal, le citoyen sénégalais a un bon sens. En bon sens, les partis politiques constituent une minorité absolue. Vous voyez, même sur le fichier, c'est pratiquement un fichier de 6 millions d'électeurs, 6 millions 600. Nous sommes combien aujourd'hui? D'aucuns disent même que nous sommes 16 millions d'habitants. Donc il y a 10 millions de Sénégalais qui flottent, peut-être ils n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité. Et donc je pense que ça, c'est des aspects à prendre en compte et c'est extrêmement important, à mon sens, de se mettre dans cette perspective-là. Et le président Macky Sall a une chance unique d'entrer dans l'histoire. Voilà, Valdiodio Ndiaye et Ngouda Mboup, je vous remercie. Le temps que nous avons parti est terminé. À la technique, Aliou Diassé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.